à tous et à toutes, ici Thomas Sigrowski. Voici les titres du jour pour ce téléjournal en plein air. Les milliardaires suisses contre un accord institutionnel avec l'Europe. Nous verrons le reportage de la RTS juste après. Avec les nouvelles éoliennes installées à Sainte-Croix dans le Jura vaudois. Les avis sont controversés parmi les habitants du village. Après ça, la RTS toujours nous emmènera en balade dans le canton de Fribourg, en Gruyère. Puis nous verrons qu'à Champeaux s'est déroulé il y a quelques jours le marché d'automne, un événement qui rapporte beaucoup de succès grâce à leurs produits artisanaux. Et pour finir, Nike a ouvert un musée pour exposer un grand nombre de modèles de chaussures. Les milliardaires sont contre un nouvel accord institutionnel avec l'Europe. Mais pas tous. C'est une guerre qui se lance entre les deux avis. Le reportage de la RTS. Quand ce mardi soir, Freddy Gantner entre dans ce modeste hôtel zurichois, il revient juste de New York. Mais aujourd'hui, ce milliardaire zougois, fondateur d'une société d'investissement, est là pour dire tout le mal qu'il pense d'un nouvel accord avec l'Union européenne. Pour un peu, on dirait un politicien. Grüezi. Severin? Freddy, freut mich. Severin? Hallo, ich bin Janik, freut mich. Janik, freut mich. Mais très vite, il s'isole. Ce soir, c'est la première d'une série de 32 conférences à travers le pays, organisées par Boussole Europe, une association cofondée par Freddy Gantner. Vous êtes stressé? Ja, Oui, je suis un peu stressé. Je n'ai pas l'habitude de faire des discours politiques. Reden zu halten, ja. Son message, la Suisse ne doit jamais signer d'accord où elle s'engage à reprendre le droit européen. La conséquence d'un accord avec l'Europe et d'une reprise dynamique du droit serait un nivellement vers le bas de notre économie dans la médiocrité européenne. Le public semble conquis, mais aussi les patrons, comme le directeur de Breitling. Qu'est-ce que ça signifie, reprendre le droit européen? On reprend toute la bureaucratie, des lois. Il y a une loi par jour qui était mise par la communauté européenne. C'est pour nous quasiment ingérable. Sur 10 entrepreneurs que je rencontre, je dirais que 8 sont contre un nouvel accord institutionnel avec l'Europe. Que ce soit vrai ou pas, lui en tout cas n'en fait pas partie. Simone Michel est aussi un milliardaire, patron d'Ipsomed, conseiller national, et il vient de fonder Progrès Suisse, une association en faveur d'un nouvel accord institutionnel avec l'Europe. Ceci est un injecteur d'insuline. Grâce au bilatéral, nous pouvons plus facilement l'exporter, comme 78% des produits suisses. Son association compterait déjà plusieurs centaines de décideurs de la société civile et de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes un think tank. Nous aidons le gouvernement à trouver un bon accord avec l'UE. Et dès 2025, nous commencerons à nous engager politiquement. À voir qui de lui ou de lui sera le plus influent, les partisans du deuxième récoltent déjà des signatures pour une initiative visant à rendre plus difficile l'acceptation d'un accord avec l'Europe. À Sainte-Croix, le parc éolien suscite des réactions partagées. Alors que certains voient dans ce projet un pas en avant pour la transition énergétique, d'autres s'inquiètent sur les effets sur le paysage et le bruit produit par ces machines. C'est le reportage de la RTS. 6 éoliennes redessinent le paysage du Jura vaudois. Dans le paisible hameau des Gitas sur les hauts de Sainte-Croix, une vingtaine d'habitants vit à quelques centaines de mètres du premier mât. Cet opposant de la première heure a lutté sans relâche pour éviter ça. J'en ai pleuré quand même, puis plus d'une fois. Si on aime la nature, on ne peut pas aimer les éoliennes au plein milieu des forêts, quoi. Moi, je n'ai pas les moyens de pouvoir partir ailleurs. C'était la première chose qui m'est venue à l'esprit, il faut que je parte d'ici, quoi. Après, je me rends compte que ce n'est pas si facile que ça, quoi. L'éolien, un sujet hyper clivant. À Sainte-Croix, un quart de siècle a été nécessaire pour voir les premières hélices vaudoises sortir de terre. Longtemps, cette habitante des Gitas n'avait pas d'avis tranché sur la question. Or, 2 ans d'énormes travaux et 1 année au pied des éoliennes sont passés par là. Ça me dérange plus que ce que j'aurais imaginé. Ça fait des gros bruits de ventilateur, finalement ça fait des vouf, vouf, comme un bruit que voilà, vous allez l'entendre la nuit quand il n'y aura plus de bruit. Si vous avez une fenêtre ouverte, c'est sûr. Moi je les entends parfois quand je dors, ici. Ça te gêne pour dormir? Ouais. À l'inverse, certains habitants se sont habitués.
Exemple, dans la maison d'en face. On ne peut pas parler de nuisances extraordinaires. Je trouve mêler technologie et nature, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc je trouve pas ça moche, je trouve ça plutôt bien intégré. Des analyses acoustiques sont prévues l'année prochaine. En cas de dépassement des normes, des mesures sont envisagées. On diminue légèrement pendant des périodes données la puissance nominale de la machine pour réduire sa courbe acoustique, entre guillemets. Ça peut être une isolation phonique, etc., etc. Ce que ça ne peut pas être, en tout cas, a priori, c'est le démantèlement d'une machine. Autre question également en suspens, le parc éolien produit-il autant qu'escompté? Romande Énergie communiquera un premier bilan en mars. Pour échapper un bref instant à l'actualité, nous embarquons cette fois pour une balade au cœur des paysages suisses, à la découverte de l'histoire de la vallée de l'Intiamont. Nous voici à Grand-Villard, un village situé dans la vallée de l'Intiamont, en Gruyère, une vallée préservée qui recèle bien des trésors et bien des mystères. Notre échappée nous emmène aujourd'hui de Grand-Villard à Montbovon, en passant par le village de Le Soc, une marche d'une petite dizaine de kilomètres et d'une durée d'environ 2h15. Direction maintenant le cœur du village de Grand-Villard, avec ses maisons qui ressemblent à des palais florentins, mais en miniature. Denis Boux, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien conservateur du musée gruyérien. Ces maisons appartenaient au baron du fromage. Cette expression ironique désigne les grands marchands de fromage de la Gruyère au XVIIe et XVIIIe siècle et qui écoulaient principalement leur fromage sur le marché de Lyon. Le gruyère était un produit qui se conservait. En particulier, il était intéressant pour la marine française, pour ses longs cours. Cet âge d'or s'interrompt avec la Révolution française, mais il reste un bâti d'importance nationale à Grand-Villard. Et nous poursuivons notre échappée en direction de Le Soc. Et au centre du village de Le Soc, il y a une fontaine recouverte d'un bulbe hors du commun. Nous poursuivons notre échappée dans les bois et nous arrivons à proximité d'un pont qui a été construit en 1667. Bonjour. Bonjour. Il y a une histoire bien précise qui est attachée à ce pont. Durant la guerre du Sonderbund, les femmes du village de Le Soc avaient pris les armes, si on veut bien, des scies et des haches, pour abattre ce pont, ce magnifique pont couvert, 160 ans après sa construction. Pourquoi ? C'était le principal accès au village de Le Soc, l'unique accès, et donc elles craignaient que les troupes confédérées passent par ce pont. Nous sommes arrivés ici à Montbovon. Un dernier trésor à vous montrer, ce beau chalet datant de 1725. L'Intiamont, une vallée méconnue qui a tellement à offrir à ceux qui prennent la peine d'y venir. Nous emmenons aujourd'hui à Champeaux, un village du Jura bernois, où se déroule chaque année le marché d'automne avec plus de 150 stands et 6000 visiteurs. La RTS nous emmène sur ces lieux. On discute, on goûte, on essaye. Des textiles, des bijoux, des cosmétiques, des aliments. Ici, tout est artisanal. Plus de 80% des exposants ne sont pas professionnels. Et c'est ça qui plaît. J'aime bien venir à ce marché parce que c'est joyeux, j'aime bien tout ce qui se passe ici, je trouve ça super. Parce que c'est artisanal et que c'est agréable, c'est une belle fête. On voit vraiment plein de choses très sympas. Donc, puis je trouve de manière générale, il y a une très très bonne ambiance. C'est un marché, je trouve, hyper intéressant pour voir un peu de tout, il y a toutes sortes et puis ça vient de chez nous, quoi. Une proximité qui séduit aussi les exposants. 2 tiers d'entre eux sont bernois. Cette commerçante, elle, n'a pas manqué une seule des 14 éditions du marché. Sa configuration y est pour beaucoup. C'est un village qui se prête très bien à ce marché. C'est des petites ruelles où on peut mettre beaucoup de stands. C'est vraiment super. Pour satisfaire tout le monde, depuis hier, près de 450 bénévoles se sont mobilisés. Monter les stands, dresser les tables, installer la technique, ils ne sont guère de trop pour assurer la logistique. L'espace d'un jour, Champeaux et ses 160 habitants accueillent 151 stands et 6000 visiteurs. Le secret, c'est une mobilisation quasi générale et assez unique.
Le village de Champeau est peut-être petit, mais il est très vivant, avec plusieurs sociétés, avec des gens qui sont prêts à s'investir. On est ici dans la cantine du ski club, qui a plus de 100 membres aujourd'hui. Chaque habitant est assez fier et puis aime mettre sa main à la pâte pour faire de la manifestation un grand succès. Un succès tel que le marché de Champeau verra peut-être sa durée doublée pour passer à 2 jours. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais on y pense très sérieusement. Nike a ouvert un musée où des dizaines de modèles sont exposés, tous plus différents que les autres. Ce musée rencontre un gros succès, tout au bénéfice de la marque, la RTS. Si vous ne le saviez pas encore, on vous l'apprendra ce soir. Cette virgule, reconnaissable entre 1000, elle est née en 1971 aux États-Unis et c'est une étudiante en graphisme qui l'a dessinée à l'époque pour la somme plutôt modeste de 35 $. Cette virgule, c'est l'aile de la déesse grecque de la victoire, Nike, et elle s'expose au musée du design Vitra dans la région bâloise. Nike, son histoire, sa culture et son design sont à l'honneur. Le design fait partie de la culture du quotidien et elle a sa place dans un musée. Nike en fait vraiment partie. Début modeste dans les années 70, la marque perce grâce à la technologie Air, une sorte d'airbag dans la chaussure. Et grâce à un petit coup de pouce aussi, celui de Michael Jordan. Le début de l'iconique Air Jordan et les basketteurs ne sont pas les seuls à se l'arracher, tout le monde les veut. La scène hip-hop en fait une icône. Lui, c'est le designer en chef chez Nike et il est fribourgeois d'origine. Il a travaillé avec les plus grandes stars du sport. La plupart des gens pensent que nous les utilisons uniquement pour la publicité et les grandes campagnes. Et bien sûr, nous le faisons aussi, mais le plus important, c'est que nous travaillons avec eux et ils nous disent comment améliorer nos produits. Martin Lotti, au cœur des plus grands secrets de la marque. J'ai conçu certains des modèles exposés ici. L'un d'eux est spécial, je crois même que le musée ne le sait pas. Il y a une croix suisse cachée dans la semelle. Seule ma sœur et mes parents étaient au courant lorsque je l'ai conçu. Modèle de course fait à la main ou basket futuriste fabriqué à partir de déchets recyclés. Une expo dans laquelle le design de Nike évolue avec son temps, même si toutes les chaussures ne sont pas faites pour être portées. C'est tout pour moi, c'était le 4e téléjournal de TV2000. Au revoir et à la prochaine.